Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 12 des concours. Alors aujourd'hui, épisode 12. Qu'est-ce que ça veut dire épisode 12? Ça veut dire que déjà, c'était le dernier jour de Centrale, mais pas que. C'était seulement, tout simplement, le dernier jour tout court des écrits. Donc, dernier jour des écrits, ça veut dire que prochainement, je vais faire une vidéo, entre guillemets, récapitulative de ce que j'ai pensé des écrits. Parce que bon, voilà, on va pas se cacher, les écrits, c'est quand même une part plutôt importante en prépa, si ce n'est un des plus gros passages de la prépa, et comme la prépa ça dure longtemps, c'est très long, c'est un peu, tu vois, la consécration. Donc je pense que c'est la moitié de la consécration, parce qu'évidemment il y a les oraux, il y a l'admission. Là on essaie juste de tenter l'admissibilité pour le moment. Du coup, hier, quel était le résumé de la journée? Comment ça s'est passé hier? Alors déjà, le matin, c'était mathématiques. Vous le saviez que à CCP, donc j'ai passé les 3 concours, CCP, Minpon, Centrale, donc les écrits. CCP, il était tombé full analyse, un tout petit peu d'algèbre et je crois qu'il y avait des probas. Minpon 1, c'était full analyse. Minpon 2, du coup, j'avais parié que c'était l'algèbre. Au final, c'était encore une fois de l'analyse. Donc il y avait toujours pas eu d'algèbre. Centrale Math 1, il y avait eu full proba et un peu d'analyse, donc toujours pas d'algèbre en vue. Là de l'analyse, si c'était fort là-dedans, t'étais servi parce qu'il y en avait beaucoup. Alors 4 pages d'analyse, non pardon, d'algèbre, du coup je veux dire. 4 pages d'algèbre, c'était full matrice, il y avait presque que de ça. C'était séparé en 2 parties. D'abord, c'est les premiers résultats et puis deuxième, ça s'appelle deuxième partie. Alors, qu'est-ce qu'on étudie dans cet écrit, dans cette épreuve? Alors déjà, en fait, ça parlait beaucoup de matrices nilpotentes. C'était même, on peut dire, voilà, on étudiait en gros les matrices nilpotentes et plein de caractéristiques qui étaient portées là-dessus. Alors au départ, on parle, voilà, c'est très simple, il y a genre 6 questions sur la réduction d'une matrice une matrice de 2 en complexe nilpotente d'indice 2. Ça veut dire que, petit récapitulatif pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une matrice nilpotente, ça marche aussi avec les endomorphismes, mais bon, on va rester sur les matrices pour l'instant. C'est applicable exactement pareil aux endomorphismes. Une matrice, quand tu la multiplies par elle-même n fois, un certain nombre de fois, en sachant que la matrice toute seule, tu le multiplies une fois par elle-même, entre guillemets. Donc c'est m fois m, c'est 2 fois. Et en fait, des fois, ça va se multiplier, et en fait, tu vas voir que à partir d'un certain moment, c'est nul. Parce que c'est une caractéristique des matrices. Un produit de plusieurs matrices peut donner la matrice nulle sans qu'aucune soit nulle. Donc parfois, des matrices, tu multiplies entre elles, genre par exemple m fois m fois m fois m, et à partir d'un moment, tu es là, attends, mais ça, ce produit-là, c'est nul. Donc forcément, la matrice nulle par n'importe quoi, ça va être nul. Donc à partir d'un certain moment, le produit des m puissance n, à partir d'un certain n0, entre guillemets, tout est nul. Et en fait, du coup, c'est ce plus petit indice, en gros, c'est le début à partir duquel ça commence à être nul. Le produit de matrice, c'est l'indice de nilpotence. C'est comme ça qu'on définit la nilpotence. Du coup, matrice nilpotente d'ordre 2, ça veut dire que m tout seul, c'est la matrice m, et m au carré, ça fait 0. Donc, on réduit la matrice, donc voilà, diagonalisation, tout ça, on parle des kers, on parle des images des endomorphismes associés aux matrices. Ensuite, on fait pareil, mais pas seulement des matrices de 2, des matrices NN, donc on change totalement, peu importe la taille de la matrice. Ensuite, on parle des vecteurs propres, polynômes caractéristiques de la matrice, polynômes annulateurs d'une matrice nilpotente. On rentre un peu, entre guillemets, dans le vif du sujet. Ensuite, on parle tout simplement des racines carrées de matrices nilpotentes. Ça veut dire que c'est la racine carrée d'un nombre, c'est un autre nombre, tel que au carré, ça donne le nombre de départ. Ça, je t'apprends rien normalement. Voilà, la matrice carrée la racine carrée, pardon, d'une matrice nilpotente, par exemple la racine carrée d'une matrice J, ça va être une matrice I, telle que I au carré, ça donne J. C'est aussi simple que ça. Et du coup, voilà, ça découle plein de propriétés. Voilà, donc racine carrée de matrice nilpotente, on étudie ça pendant combien de questions? 7 questions. Donc, alors 7 questions sur combien? Tu vas me dire, il y avait 49 questions. 49 questions, c'est beaucoup. C'est huge, on peut le dire. Donc, fallait surtout pas s'attendre à tout faire, hein, clairement, loin de là.
Donc voilà, donc cette question sur les racines carrées de matrices nilpotentes, j'ai pas extrêmement bien réussi à saisir comment on arrivait à trouver des racines carrées de matrices nilpotentes. Donc il y a quelques questions que j'ai sautées, je te cache pas, mais comme je t'ai dit sur 50, sur presque 50, si tu en sautes quelques-unes, c'est presque normal. Ensuite, deuxième partie, donc là on parle de réduction de matrices nilpotentes. Alors qu'est-ce qui change par rapport à avant? Avant on disait, bah, M, la matrice tout court, c'est elle-même, et quand tu multiplies une fois par elle-même, donc d'ordre 2, M au carré, ça vaut 0. Bah là maintenant, on va étudier la même chose, mais quel que soit le degré de l'indice de nilpotence. C'est-à-dire que peut-être que M, tu le multiplies, je sais pas, K fois par elle-même, autant que tu veux, ça reste une matrice normale, et peut-être que ça partir durant 2018, que là, enfin, ça va s'annuler. Donc, quel que soit l'indice de nilpotence, c'est à quoi on s'attelle dans la seconde partie. Donc voilà, on parle de ça. Ensuite, un peu, comment dire, un peu, je crois que c'est du combinatoire. Non, c'est pas du combinatoire. Enfin, on joue entre guillemets avec les chiffres. C'est pas de l'algèbre dans le sens où on va pas parler de matrice d'endomorphisme. On trie des entiers entre eux. Voilà, et ça s'appelle une partition d'entiers. Voilà, il y a pas mal de questions là-dessus. Ensuite, on applique ça à des matrices. Voilà, et ensuite, on fait une espèce de mini algorithme de calcul pour un nombre de partitions de n. Alors vite fait, si je peux vous rappeler ce que c'est qu'une partition d'un entier. Si voilà, donc la manière dont c'était défini, par exemple la partition de 5, par exemple. La partition de 5, ça va être plusieurs couples, tels que ces couples sont rangés dans l'ordre décroissant, et la somme de chacun des éléments, enfin des couples, c'est des n-uplés, donc il peut y en avoir 2, 3, 4, autant que tu veux, mais tels qu'ils sont rangés par ordre décroissant, qui sont tous plus grands que 1, c'est des entiers, et que la somme des éléments de chaque n-uplé vaut 5, dans le cas présent. Donc voilà, au départ, voilà, on cherche toutes les... comment dire, voilà, il y a pas mal, on étudie ça un peu en long, en large et en travers. C'est un peu chiant, un peu long, je te cache pas, voilà, je vais un peu bugger. Alors au total, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette épreuve? Donc sur 49 questions, je crois bien que j'en ai traité 25. Donc c'est pas exceptionnel, je te cache pas, voilà, j'ai entendu dire que certains ont réussi beaucoup plus. Certains ont reçu peut-être moins, mais bon, je te cache pas que Physique 2 et Maths 2 à Centrale, c'est peut-être celle où je serais le plus déçu, je pense. Voilà, s'il y en a que je dois rater, je pense que c'est celle-là. Les autres, honnêtement, je les sens plutôt bien. Mais celle-là, je te cache pas que oui, c'est un peu déçu quand même de ma perte. Alors ça, c'était le matin. L'après-midi, qu'est-ce qu'on a l'après-midi? L'après-midi, c'était informatique. On finit les écrits par l'informatique, la meilleure matière. Évidemment, personne ne peut le nier. Du coup, informatique, c'était commun aux filières MP, PC, PSI et TSI, donc 2019, voilà, centrale. Alors, on va étudier l'élasticité d'un brin d'ADN. Donc, c'est séparé en combien? Il y avait pas mal de parties, il me semble. Il y en avait 4 parties. La première, on fait voilà, des fonctions utilitaires. Voilà, on code une fonction qui fait la moyenne de nombres, la variance, la somme, mais un peu bizarre, voilà, quand c'est pas seulement une liste avec plein de nombres et après seulement tu vas dedans et tu additionnes tout. Non, ça peut être une liste dans laquelle il y a un nombre, une liste, un nombre, une liste dans laquelle il y a une liste, dans laquelle il y a une liste. Et en fait, il faut savoir à chaque fois chercher le petit élément. Donc moi, j'ai fait une fonction sous forme récursive pour voilà, trouver la somme. Donc, 3 questions relativement élémentaires, je te cache pas. Ensuite, on passe aux mesures expérimentales. Donc, en gros, comment dire, on étudie un brin d'ADN. Alors, j'ai pas tout pigé. Ça parle de caméra CDD avec voilà un récipient transparent, de la lumière, d'un aimant avec pôle nord, pôle sud, une bille magnétique. Mais en fait, tu vois, les billes elles sont toutes petites. Et du coup, comment est-ce qu'on peut voir des billes toutes petites avec des caméras entre guillemets standards, enfin je sais pas trop ce que c'est une caméra CDD mais avec une caméra, mais en fait comme c'est tout petit, ça fait de la diffraction. Et du coup la diffraction radiale on peut voir, et en fait comment on va essayer de trouver où est la bille dans ce tas de diffraction numériquement parlant. Alors déjà on part d'une image en niveau de gris, on inverse l'image, donc tout ce qui est foncé on le met clair et vice versa, et ensuite on seuille l'image, c'est à dire que tout ce qui est au-dessus d'une valeur on le met à 1,
et tout ce qui est en dessous de cette même valeur, on le met à 0. Ce qui fait que là, par exemple, tout ce qui était relativement foncé, ça va devenir blanc, parce que tu as compris, on a inversé, et tout ce qui était plus clair, ça va devenir noir. Ensuite, où est-ce qu'on veut... On veut savoir où est la bille, donc là on sait à peu près les diffractions, tout ça. Alors on fait la formule du barycentre vite fait, donc on suppose comme c'est tout à 0 et tout à 1, c'est à peu près la même masse, enfin voilà, c'est une sorte de seuil. Du coup en gros tu fais la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées pour trouver à peu près où est la bille, voilà, une fois que c'est seuillé. Ensuite, une fois que tu as ça, voilà, on utilise une fonction pour prendre des photos. Ensuite, on prend, voilà, on choisit la position. Tu dois prendre n photos et du coup, tu dois donner à chaque fois les couples avec l'abscisse et l'ordonnée de la bille à chaque instant donné. Ensuite, tu regardes la fluctuation, c'est-à-dire la différence de position, enfin l'écart entre guillemets entre la position de la bille à chaque instant et la position moyenne de la bille au total, donc voilà pour voir les écarts. Ensuite, ok, on est là, d'accord, on a pu voir où est-ce que c'est sur le plan, en gros, abscisse ordonnée, mais maintenant on veut savoir en 3D où est-ce que c'est. Donc on ne s'attelle pas énormément à ce niveau-là, on dit juste, voilà, en gros, tu vois, les points là, on a fait les trucs blancs et noirs, ici, là, ok, en gros, on va faire des cercles concentriques autour de la position de la bille. Et en fait, les cercles, on va regarder à chaque fois dans chaque anneau combien est-ce qu'il y a de billes, combien est-ce qu'il y a de pixels blancs par rapport au nombre de pixels au total. Donc en gros, la proportion de pixels blancs. Et ils ne nous disent pas concrètement ce qu'on va faire, mais le but, ça va être juste de compter combien est-ce qu'il y a de pixels blancs dans des cercles, dans des anneaux concentriques autour de la position de la bille. Quand on donne un nombre de cercles donnés, en sachant que forcément, il faut atteindre toute l'image, mais pas non plus dépasser. Donc c'était un peu tricky, je te cache pas cette partie-là, mais ça se faisait relativement bien. Et puis voilà, et au final, il disait qu'on pouvait en déduire l'altitude, même si on ne le calcule pas ici. Ensuite, on parle du modèle du verre. Alors, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai un peu, give up au niveau de comprendre le raisonnement. C'était juste, je lisais ce qu'on avait besoin pour répondre à la question et j'y répondais. Donc voilà, on dit, voilà, le brin d'ADN, il est subi à des forces en fonction de la longueur. Il y a différentes longueurs, il y a la température, la constante de Boltzmann, l'élongation du brin d'ADN. Donc voilà, on caractérise la force. Ensuite, on fait quand on écrit une fonction. Alors oui, truc important, de tout, c'est-à-dire à CCP, je sais pas, mais il me semble à CCP, à Minpon, à Centrale, les sujets d'info, alors les questions, quand on doit définir des fonctions, j'avais jamais eu ça, donc je crois que Minpon, j'ai un peu fait de la merde quand je définis les fonctions. Ils disent, voilà, écrire une fonction d'en-tête, par exemple def, force, voilà, et puis il donne chaque argument ainsi que ça, entre guillemets, pas caractéristique, mais son type, sa nature, donc voilà, un tableau, un flottant, ça donne un tableau. Et en fait, moi je savais pas que ça c'était un en-tête, je savais pas ce que c'était, du coup, moi parce que d'habitude il disait, faites une fonction qui prend un argument ça, et qui donne ça. Mais là je sais pas qu'il donnait le type, du coup, je crois qu'à Minpon, genre par exemple, je faisais définition, par exemple, a juste WLC, entre parenthèses, au lieu de mettre juste FZ, virgule, je sais pas, T, que c'est les deux arguments, je mettais fz2.np.n d'arrêt. Donc je sais pas si ça va être compté comme faux. Moi personnellement, c'est la première fois que je l'avais vu. Donc après la deuxième épreuve, j'ai compris l'arnaque. Mais c'est vrai que j'espère qu'ils vont être un peu intransigeants parce que j'ai fait ça toutes les fonctions et ils ont pas dit clairement que, je sais pas, j'avais jamais vu cette notation. Enfin bref, du coup voilà, on fait plein de fonctions, voilà, avec ça. Ensuite, on fait un algorithme de minimum local, donc on étudie l'algorithme de Newton pour des fonctions, voilà. Alors là, ça commence un peu se barrer en couille, clairement, parce que voilà, on calcule la dérivée seconde, jusque-là, rien de trop infâme. Le minimum local avec, donc en gros, la méthode de Newton, ça cherche où une fonction s'annule avec la dérivée. Là, le minimum local, c'est on cherche où la fonction dérivée s'annule en fonction de la dérivée seconde. Une fois qu'on a ça, on a... c'est n'importe quoi. Il y a des fonctions à deux variables, on dérive en fonction des deux, il y a des dérivées partielles, il y a des matrices, il y a de tout. J'ai pas fait de la merde, je pense, mais ouais, il y a deux questions là où on doit utiliser des gradients de fonctions à deux variables. C'était du jamais vu dans l'histoire de l'informatique, personnellement. Donc bon, ouais, ça va. Au total, je vais vous dire, sur les 24 questions, j'en ai traité 24.
Je le sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc je vais pas dire oh non j'en ai traité que 24 mais je suis pas sûr de tout, vraiment c'est naze, non parce que sinon je sais que je m'en tire pas trop mal, donc voilà, dire que moi je fais de la merde ce serait hyper frustrant pour tout le monde, mais je pense avoir bien réussi, mais j'ai pas fait un perfect. Dans le sens où, bah, sur les 24, il y en a une où il fallait utiliser un gradient, mais d'une dérivée seconde. Donc je crois que j'ai fait un gradient de gradient, mais d'une seule coordonnée. Au final, ça fait que mon programme est faux, mais qu'à moitié, mais au moins c'est l'idée. Donc je perds des points là-dessus, à moins que le correcteur ne voit pas la supercherie, mais j'en doute fortement. Mais sinon, voilà, je pense que si je dois perdre des points, c'est là-dessus. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien, c'est plutôt raisonnable. Je pense que j'ai fait même. Ouais, c'est plutôt bien. En info, voilà, c'était ma matière de prédilection. J'ai plutôt honoré ce statut-là. Et puis voilà, advienne que pourra, j'ai envie de dire. Sur ce, bah voilà, c'était la fin de l'épisode 12, la fin des concours écrits. Je pense qu'il y a quand même une vidéo, entre guillemets, récapitulatif des écrits qui va sortir d'ici, je ne sais pas du tout quand. Mais voilà, sur ce, c'est tout. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. À plus.